Il n'y a pas de secret, les hommes et les femmes, nous ne venons pas de la même planète. Je peux pleurer au cinéma avec mes enfants pour un dessin animé parce que la maman de Bambi meurt. Je dis que pour moi, en ce qui concerne le pénal, je préfère être défendu par un homme si j'ai un problème. Les engage dans les entreprises, elles montent, et hop, à un moment, l'ascenseur s'arrête. C'est ce qu'on appelle le plafond de verre. Les femmes ont travaillé beaucoup à temps partiel, donc quand elles arrivent à l'âge de la pension, elles ont des très petites pensions. Nous voulons impulser le modèle de représentation équilibrée homme-femme. C'est scandaleux d'avoir des quotas. Ce qui est encore plus scandaleux, c'est qu'il en faut pour que les choses évoluent. Du droit de vote au droit à l'avortement, elles ont gagné bien des combats. Pourquoi les féministes se battent-elles aujourd'hui? Veulent-elles la peau des hommes? Leur combat est-il ringard ou au contraire d'une brûlante actualité? L'égalité homme-femme est inscrite dans la loi et pourtant dans les faits, les femmes gagnent moins, ont de plus petites pensions et ce sont les hommes qui occupent massivement les jobs à responsabilité. Un plateau 100% féminin, ou presque, ce midi, pour débattre des inégalités, des injustices et des clichés sexistes qui ont la vie dure. Nos invités, Joëlle Milquet, vice-première ministre et ministre de l'égalité des chances, Afida Bachir, c'est la présidente de Vie Féminine, Aline Evrard, présidente de l'ASBL Femmes, Hommes et Foyers, Christine Mailly, secrétaire générale du réseau wallon de lutte contre la pauvreté, Annick Van Overstraten, elle est top manager, administratrice déléguée de Lunch Garden, Isabella Lenarduzzi, fondatrice de Jump, le forum des femmes actives, et puis Christine Darville, elle est directrice juridique à la FEB, la Fédération des entreprises de Belgique. Nous sommes en direct sur la Une, à 12h02. Vous pouvez bien évidemment réagir tout au long de ce débat. Que pensez-vous du combat féministe? Alors même les hommes, on vous encourage à réagir par mail mise-au-point@rtbf.be. Par SMS au 6020, sur Twitter en utilisant le code MAPRTBF ou encore en faisant le débat sur la page Facebook de Mise au Point. Afida Bachir, vous êtes militante de longue date de la cause des femmes. Un mot très court pour lancer ce débat sur la journée internationale des femmes. C'était vendredi. Alors 24 heures pour les femmes, alors qu'elles représentent plus de la moitié de l'humanité. Ça vous fait pas bondir, ça ? Ben, ça dépend comment est-ce qu'on conçoit cette journée, comment est-ce qu'on la regarde. En fait, c'est une journée pour nous qui est essentielle parce qu'elle rappelle tous les combats qui ont été menés par d'autres féministes bien avant nous. Ça rappelle aussi les droits qui ont été arrachés, notamment le droit de vote. Il faut savoir que la Journée internationale des femmes, elle vient de là. Oui. Elle vient de 1917. Donc c'est une piqûre de rappel utile. C'est une piqûre de rappel utile. Parce que certains disent c'est un peu une pilule bonne conscience. Non, c'est une journée politique pour rappeler tous les droits qui ont été conquis durement et tous les droits qui restent encore à conquérir. Et donc là, je suppose qu'on aura l'occasion de... Évidemment. Alors, ce qu'on constate quand même, c'est que les entreprises, les médias rivalisent de créativité pour faire un événement autour de cette journée de la femme. Alors, bon, moi j'ai été frappé, on en a fait un reportage dans le JT hier soir. De nombreuses entreprises ont saisi cette occasion pour tenter de séduire la clientèle féminine avec des promotions et des réductions, comme par exemple ces billets de train Thalys à 8 € seulement pour les femmes. Est-ce que c'est pas de la discrimination, ça, Joëlle Milquet, vous qui êtes la ministre de l'égalité des chances? Parce que moi, comme homme, j'aimerais bien moi un billet de train à 8 €, je peux pas. Je préférerais que les entreprises se mobilisent pour changer en interne l'accessibilité des femmes aux postes à responsabilité, l'égalité de traitement et l'égalité salariale, plutôt que d'en faire des petits gadgets de consommation. C'est devenu un peu une journée gadget. Alors, je trouve que la femme n'est pas un objet sexuel et n'est pas non plus un objet de marketing. Donc, moi, ce genre de choses, ce n'est pas ça, comme le disait bien Madame Bachir, le sens de cette journée, qui est avant tout politique. Et je voudrais vous dire, puisque la RTB a dit, tiens, le féminisme est-il ringard? Je pense qu'il est tout sauf ringard, parce qu'on a une urgence, et je l'ai dit à New York encore, à l'Assemblée générale des femmes la semaine dernière, on a une urgence à redéfinir justement le féminisme du XXIe siècle, qui, c'est vrai, peut-être à la fin des années 70, a pu peut-être paraître parfois exalté, etc., sur certains aspects,
par une génération qui était la mienne, qui arrivait, et qui pensait que tout était acquis. Et moi, toute ma vie, et politique et de femme, je me suis rendu compte jour après jour de tout ce qui n'était pas acquis, voire tout ce qui était en réduction. Et ce qui m'a le plus frappé, pour vous montrer la modernité du combat, c'est que toutes les femmes que j'ai rencontrées, de Tunisie, du Maroc, de l'ensemble du monde, de manière globale, même en Europe, nous ont tous dit on ne peut même pas réouvrir les textes de Pékin qu'on a acquis en 95, sinon on aura des réductions de droits. Il y a une telle pression au niveau mondial pour réduire les droits des femmes qui ont été difficilement acquis. Quand on voit même au niveau belge ou au niveau européen, ce qu'est encore la situation des femmes en 2013, malgré des égalités de traitement, les règles, les outils juridiques sont là. Donc légalement, je pense qu'on a acquis beaucoup de choses. Donc mais ça dans les reste faits, un combat important. mais dans les 2013. faits, l'inégalité salariale, les violences, la manière dont on traite les femmes tous les jours encore maintenant, le sexisme ambiant, le machisme ambiant, dans tous les milieux, les petites blagues, etc., la répartition des charges dans le ménage, de manière globale, les mentalités. Franchement, moi je vois... Donc c'est loin d'être un combat derrière. Et je pense qu'on est un peu en réduction. Isabella Lénard-Doudzi, mais c'est vrai que les grands combats, on a l'impression qu'ils ont été remportés, le droit de vote, le droit à l'avortement, l'égalité qui est inscrite dans les textes, etc. Alors certains disent, les féministes aujourd'hui, ça n'a plus tellement de sens. Votre réaction à ça? C'est vrai qu'aujourd'hui, on peut célébrer le fait que grâce à des hommes et à des femmes féministes, pendant ces 200 dernières années, on est arrivé dans cette toute petite partie du monde-ci. On est bien peu nombreuses à pouvoir profiter de cette autonomie, du fait qu'on est véritablement l'égal de l'homme en droit, en tout cas. Le 8 mars, ça ne doit pas être la fête des femmes, ça doit être la journée internationale des droits de la femme. Et d'ailleurs, la ministre de l'Égalité française a changé la dénomination parce que c'est ça le sens même de cette journée. Et c'est d'ailleurs grâce à ça aujourd'hui qu'on est toutes réunies ici, parce que sinon j'imagine que... Ça veut dire quoi être féministe en 2013, Isabella Lénard-Doudzi? C'est une vision de société. Être féministe, c'est juste vouloir l'égalité, la véritable égalité. C'est sortir de ce système patriarcal dans lequel on vit depuis des millénaires. Et qui persiste ? Bien sûr, évidemment, que chacun a intégré, parce qu'on se construit d'une façon sexuée, on se construit en tant que fille, on se construit en tant que garçon. Et donc, c'est normal, on est le produit de cultures millénaires, bien sûr. Mais attention, dans cette partie-ci du monde, ça va beaucoup mieux, mais c'est une vision de société qui veut... Le féminisme, c'est juste vouloir que chaque individu puisse accéder à la vie qu'il veut ou qu'elle veut mener, indépendamment de son sexe, indépendamment de ce qu'on attend d'une femme ou d'un homme. Ce n'est rien d'autre que ça. Oui, parce que certains disent, les féministes aujourd'hui, elles vont trop loin, elles veulent la peau des hommes. Afida Bachir. Mais enfin, comment on dit? Non, on a reçu des réactions dans ce sens. Oui, non, j'entends, mais je pense que, comme on l'a déjà laissé entendre, les féministes s'attaquent à un système qui, quelque part, légitime la domination des hommes sur les femmes. Donc, il faut savoir que dans ce système, il y a des personnes qui sont dans des situations de privilèges. Et parfois, quand on essaye de toucher à ces privilèges, eh bien, il y a là des gens qui se mobilisent en disant « vous voulez la peau des hommes ». Non, on a des hommes, et on en connaît beaucoup autour de nous, dans des organisations progressistes, mais aussi individuellement, qui sont conscients de ces inégalités, qui sont conscients de ce système profondément inégalitaire et qui rejoignent nos combats. Mais ce braquage de dire « vous voulez aux hommes », moi je pense, en tout cas dans mon organisation, jamais vous ne trouverez une revendication ou une position qui dit on critique les hommes, on veut la peau des hommes, c'est encore pire, ça je pense que c'est... Je voudrais vous faire réagir à cette nouvelle forme de féminisme qui a vu le jour il y a quelques années. Ça vient d'Ukraine, ce sont les Femen. Alors pour ceux qui ne les connaissent pas, pourtant on les voit beaucoup à la télé, elles font des actions assez provocatrices, elles arrivent, elles déboulent seins nus, elles veulent protester contre les religions, contre les gros machos, les dictateurs, etc. Qu'est-ce que vous pensez, vous, Afida Bachir? Vous n'êtes pas tout à fait le même genre de moyens de lutte, enfin, voilà. Vous le dites bien, ce sont des moyens de lutte, donc ce sont des modes d'action. Et je pense que l'originalité du féminisme, depuis qu'il existe, il a su vraiment s'interroger sur ces modes d'action. Mais ça sert le féminisme, ce mouvement féminin, ou pas? Ça sert leur combat à elles. Pour moi, un mode d'action, ça ne suffit pas. Il ne suffit pas d'avoir un mode d'action. Donc elles se mettent toutes nues, mais je ne connais pas encore fort bien leur projet collectif, leur projet de société. Ouais. Contre quoi? Quelles sont leurs revendications? Mais vous risquez d'en entendre parler parce qu'elles viennent de créer, elles sont en train de constituer une antenne en Belgique, on les avait invitées, mais
Visiblement, bon, c'était pas libre. Madame Évrard, pour vous, je vous ai lu dans plusieurs journaux, là, dans plusieurs interviews, vous dites que le féminisme a tendance à tomber dans des excès. Vous dites même, je me demande si les féministes défendent les femmes ou si elles les enfoncent. Pourquoi ? Alors, il y a plusieurs raisons. D'abord, on peut se dire qu'avant, les femmes pouvaient prendre leur pension à 60 ans. Et puis, les hommes ont trouvé qu'il fallait l'égalité, donc on est passé à 65 ans. C'est un détail. Aujourd'hui, pour moi, il y a de l'incompréhension dans le nouveau féminisme, comme on peut l'entendre ici autour de la table. 89% des femmes, des mères en Europe, souhaiteraient faire un temps partiel pour raison familiale. Donc la brochure est là, c'est clair. Ça, c'est les femmes, 11% des femmes qui veulent faire un temps plein professionnel. Ça, c'est celles qui voudraient faire, idéalement, si elles pouvaient choisir. Ici, on ne parle pas de femmes qui le font. Et puis, il y a celles qui voudraient être des femmes au foyer à temps plein. Donc, aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal à comprendre pourquoi 89% des mères d'Europe ou des mères de Belgique, parce que ce n'est pas tellement différent, souhaiteraient faire un temps partiel pour raison familiale et que personne dans les mouvements féministes, personne ne défend le temps partiel. On ne défend pas le temps partiel parce que ça appauvrit les femmes. C'est probablement vrai dans la grande distribution, c'est vrai dans certains secteurs. On sait que ça les appauvrit. Mais si elles sont demandeuses et qu'elles y vont de toute façon, et qu'elles se mettent dans des situations difficiles, dans des situations qui vont être précaires, est-ce que ce n'est pas le rôle des féministes de se battre, d'essayer de trouver des solutions et de faire des images qui seraient peut-être un peu plus positives pour les parents? Parce que je pense qu'il faut quand même redéfinir ce que c'est une femme et les pères. Mais évidemment, aujourd'hui, on est demandé la vie aux pères. Ils aimeraient peut-être bien tous aussi prendre des mi-temps. Je pense que tous les travailleurs aimeraient bien travailler à mi-temps. Mais pourquoi est-ce que vous prenez juste la femme? Enfin, moi, excusez-moi. Attendez, notre association s'appelle Femmes, Hommes et Foyers. Aujourd'hui, je parle des femmes, mais je veux bien tout faire en mixité parce que je défends autant les hommes que les femmes. Vous êtes juste en train de redire, et je trouve ça vraiment dommage en caricaturant le féminisme, et je n'aime pas les excès non plus, je vais y revenir. Mais vous êtes juste en train de dire, au fond, pour élever les enfants, il n'y a que les femmes. Non, il n'y a pas que les femmes. Et on les met bien en dehors de la vie professionnelle. Oui, non, mais bon, moi je crois que notre association s'appelle Femmes, oui, d'accord, Hommes et Foyers. Il faut demander l'avis des hommes, à mon avis, ils auraient tous dû aussi mi-temps, tout le monde mi-temps. Mais pourquoi est-ce que les hommes ne prennent pas le mi-temps alors s'ils veulent tout seul le mi-temps? Alors justement, n'enfermez pas les femmes uniquement dans les mi-temps. Mais je ne les enferme pas, c'est leur demande. Ici, on dit simplement, qu'est-ce que les maires d'Europe souhaitent? Madame Évrard, derrière ce que vous venez de dire, transparaît le fait que l'égalité pure et dure, vous n'êtes pas pour. Non, évidemment. Je suis pour l'égalité avec le respect des différents. Je suis évidemment pour l'égalité, travail égal, salaire égal, évidemment. Mais je pense que vouloir bafouer comme ça d'une main la maternité, le fait de faire des enfants, le fait de ces demandes de mère. Mais est-ce qu'on peut vous dire juste une chose, une grande différence, et après j'arrête, une grande différence entre peut-être le féminisme de Simone de Beauvoir, etc., jusqu'aux années 70, et celui que moi je défends et qu'à mon avis toute la génération qui est la nôtre défend. C'est un féminisme identique sur l'égalité, sûrement, mais là où je pense qu'il y a eu une erreur des féministes des années 70 et autres, que je ne partage pas, c'est qu'elles ont fait égalité, c'est l'identité, etc. Or, il égale elle, bon. Or, je pense qu'on est fondamentalement différents. Chacun doit garder son identité. Que cette différence, elle est ontologique, qu'elle est beaucoup plus importante qu'on pense qu'elle doit être respectée. Mais ce n'est pas parce qu'on est différent que l'on doit être inégaux. Et justement, ça me fait peur que vous disiez en 2013, moi, l'égalité. Donc il y a moyen de combiner une revendication très forte de l'égalité. Les différences, Madame Milquet. Oui, mais si c'est pour enfermer la femme dans la chambre... C'est pas l'enfermer, je l'écoute ici. Il faut écouter vous l'enfermer au foyer. Madame Évrard, pour vous, le danger, c'est qu'on en arriverait à cloner la femme sur le modèle de l'homme. C'est un peu ça. Aujourd'hui, c'est ce qu'on fait. On ne veut pas dire compte de la maternité. On ouvre la presse cette semaine. Qu'est-ce qu'on lit? Pas le temps d'être parent. Je veux dire, c'est quand même une tristesse pour les parents. Et la première priorité, pas d'argent. Donc, si je vous résume, les féministes, elles font un peu du mal à la cause des femmes. Aujourd'hui, moi, je crois que certaines féministes font du mal à la cause des femmes. Réaction de Afida Bachir. Donc, vous savez pourquoi est-ce qu'on demande, qu'on n'est pas pour le temps partiel? Parce que la norme aujourd'hui, c'est un temps plein. Donc, c'est une norme masculine. Aujourd'hui, 45% des femmes qui travaillent à temps partiel. Pas parce qu'elles l'ont choisi, mais souvent parce qu'il y a une impossibilité d'avoir des temps pleins. Ou parce qu'il n'y a pas de complément chômage qui leur permet vraiment d'avoir une autonomie financière. Elles en veulent, mais à condition. Donc les féministes, vous avez oublié un autre combat des féministes, qui d'ailleurs rejoint le combat de pas mal de syndicalistes, c'est qu'on est pour la réduction du temps de travail. Mais une réduction de temps de travail, moi je ne demande pas mieux que d'avoir un mi-temps pour tout le monde, mais qui soit payé correctement. Et vous allez voir que les femmes ne seraient pas en train de demander quelque chose de spécifique, elles seraient en train de demander
un revenu correct qui leur permet de vivre correctement et en même temps de pouvoir faire face à toutes leurs responsabilités, partager. Il faut une reconnaissance de ce travail de soins et d'éducation. Et donc la reconnaissance, vous dites qu'on nie la maternité, vous pouvez aller lire les décisions de notre dernier congrès, qui est tout récent, de 2010, de Vie féminine, qui demande vraiment un soutien des femmes par rapport à leur maternité, à toutes celles qui ont choisi d'être mères. Toutes les femmes n'ont pas choisi d'être mères, et celles qui ont choisi d'être mères, elles doivent être soutenues. Et soutenues de manière collective par la société, par envoyer tout à la sphère privée en disant aux femmes débrouillez-vous en plus avec des salaires de misère, et qui en bout de course, s'il vous plaît, en bout de course, vous savez ce que c'est que le temps partiel aujourd'hui dans le schéma actuel? Oui, je sais qu'aux femmes prévoyantes socialistes, on dit aux femmes vous faites un mi-temps choisi. Moi je ne suis pas les femmes. Écoutez, moi je préfère alors que les femmes à la fois, sinon le téléspectateur ne comprend rien. Le temps partiel aujourd'hui, qu'est-ce qu'il signifie? Un salaire de misère, avec toutes les responsabilités en plus que les femmes ont, et en bout de course, une pension de misère. C'est ça qui attend les femmes. Et donc, c'est pas ça le choix. C'est pas le choix des féministes, ce n'est pas le choix que vous mettez en avant. Nous, on demande pas. Allez, on va donner la parole à Christine Darville de la SED qui voudrait intervenir. Vous vous situez, vous, dans le débat, là? Moi, je trouve qu'il faut reconnaître qu'en un siècle, on a fait d'énormes progrès, mais qu'il y a encore beaucoup de choses qui peuvent être faites, et surtout, pour rejoindre un peu ce qui vient d'être dit de deux côtés de la table, dans tout ce qui concerne la conciliation vie privée, vie professionnelle, et trouver un équilibre sur ce point-là, et améliorer, on le voit très clairement dans les chiffres, quand on va parler tout à l'heure de l'écart salarial, on voit clairement qu'au début, il y a peu d'écart salarial, mais à partir du moment où il y a un enfant ou des enfants, il faut trouver une conciliation. Donc je trouve personnellement qu'il y a eu des progrès, mais qu'il n'y a rien d'acquis. Mais quand les lois existent, mais il n'y a rien d'acquis. Dit, à force de vouloir l'égalité, etc., on veut cloner la femme sur le modèle de l'homme et on en oublie une fonction première, c'est la maternité. Vous répondez quoi, à vous, votre avis? Moi, je ne trouve pas qu'on veut cloner la femme sur l'homme. Je trouve qu'il faut donner à chacun la possibilité de se réaliser et que c'est à chacun d'avoir une liberté de choix. Celui qui veut travailler mi-temps peut peut-être travailler mi-temps. Et jour-là, Mme Milquet a su pourquoi est-ce que plus particulièrement les femmes que les hommes, c'est lié à la civilisation dans laquelle nous vivons et pendant des millénaires dominés, excusez-moi de dire, mais par les hommes et le réseau des hommes. Maintenant, on voit progressivement, et avec l'avantage qu'il y a de plus en plus de femmes diplômées, on commence à sentir une différence à ce niveau-là. Progressivement, il y a une féminisation qui apparaît, et dans un sens positif, puisque la société est faite d'hommes et de femmes. Donc il faut une complémentarité, une diversité. Alors il y a des femmes diplômées, vous dites, il y en a une juste à côté de vous, enfin il y en a beaucoup sur ce plateau. Annick Van Overstraten, vous êtes à la tête d'une grosse entreprise, Lunch Garden. Est-ce que vous êtes, pardon pour la question un petit peu provocante, mais est-ce que vous êtes une féministe qui a réussi à avoir la peau des hommes? Alors là, pas du tout. C'est très machiste. J'utilise volontairement un peu les clichés pour vous faire réagir, hein, je le reconnais. Non, pas du tout. Je ne suis pas féministe du tout. Je suis juste une femme qui cherche un équilibre dans la vie. J'ai fait des études et puis j'ai toujours aimé travailler. C'est peut-être parce que je ne suis pas capable de faire le ménage à la maison que je travaille. Qui fait le ménage alors chez vous, monsieur? On a une structure, donc quand il faut faire des choix... Je ne crois pas qu'on s'arrête de travailler pour faire le ménage. Hein. Ça, il n'y a personne. On voit le succès des titres-services. Il n'y a pas une femme qui arrête de travailler pour faire le ménage. Mais je pense que c'est une évolution et je pense qu'il y a de plus en plus de filles quand même qui font l'université et donc je pense que c'est une évolution naturelle. Quand on voit qu'actuellement, il y a quand même pas mal de métiers où il y a énormément de filles. Quand on regarde, par exemple, la médecine, les notaires, les avocats, quand on regarde la distribution, le retail, il y a quand même beaucoup de femmes qui progressent et qui ont des jobs très intéressants. Est-ce que vous vous définissez comme une féministe, madame? Pas du tout. Alors là, pas du tout. Dans mon comité de direction, j'ai 2 femmes, mais je les traite comme les hommes. Chez moi, c'est pas être homme ou femme qui est important, c'est avoir les Alors compétences. Pourquoi vous ne vous définissez pas comme féministe? L'égalité des droits, justement. Donc voilà, le féminisme, c'est pas quelque chose d'agressif contre les hommes, c'est pas quelque chose d'exalté. Le terme est peut-être en isme et donc est peut-être mal perçu. Mais ce que vous venez de dire, c'est juste la définition de ce qu'on veut. Vous traitez les gens de manière égale, quelles que soient leurs compétences, et vous acceptez tout le monde. C'est juste la même chose. Oui, mais ils doivent travailler de la même façon et ils doivent être compétents et ils doivent aussi bien s'investir autant que les... Donc, c'est pas une raison qu'on ait des enfants, etc. Donc, il faut, à certains moments donnés, faire des choix dans sa vie et trouver une vie équilibrée. Allez, on va avancer un petit peu dans le débat. On connaît le slogan « À travail égal, salaire égal ». Aujourd'hui,
Il faut bien constater qu'on est loin du compte. Moi, j'ai été effaré en voyant les chiffres, je l'avoue. En moyenne, la différence est de 10%, mais il y a de grandes variations selon les secteurs. Dans le privé, les employés gagnent 25% de moins que leurs collègues masculins, les ouvrières 17% de moins que les ouvriers. Dans le secteur public, l'écart est moins important. Alors, Christine Darville, c'est quand même fort de café, hein, ces inégalités salariales. À compétences égales, les femmes gagnent moins que les hommes. Comment vous expliquez ça? Je trouve que d'abord, il faut voir, lorsque vous citez les ouvriers ou les ouvrières, quel niveau de qualification. C'est un terme tellement générique que vous avez des gens dans les ouvriers comme dans les ouvrières qui sont très qualifiés, peu qualifiés, moyennement qualifiés. Dans toutes les études, hein, parce qu'il y en a eu beaucoup, on montre qu'à compétences égales, la femme va gagner moins que l'homme. Dans les chiffres qu'on en prend en considération, il faut tenir compte qu'il y a pas mal de femmes, et on l'a dit tout à l'heure, qui travaillent malheureusement ou heureusement pour elles, à temps partiel. Oui, mais là, je parle du revenu horaire. Hein, le revenu horaire, la différence est de 10%. Et on constate également, il y a une grande différence entre l'écart salarial si vous le prenez de manière horaire ou si vous le prenez de manière mensuelle ou annuelle, parce que là, on sent jouer l'influence du temps partiel. Deuxièmement, il faut reconnaître... Parce que je suis sur mes chiffres, ils viennent de l'Institut pour l'égalité femmes-hommes. Les chiffres que vous avez donnés, c'est pour le salaire horaire, pas pour le revenu annuel. Comment c'est possible une telle différence? Est-ce que les entreprises sont discriminantes, machistes? Non, il y a d'abord des facteurs objectifs qui jouent. Il y a Mme Milquet qui lève un peu les yeux au ciel hein, quand vous dites non. Il reste quand même des problèmes. Il reste, Mme Milquet, je suis tout à fait d'accord avec vous. Il y a un pourcentage de ce chiffre qu'on sait expliquer de manière objective, l'ancienneté, le type de travail, le temps partiel. Et il y a toute une série de choses. Il y a un certain pourcentage que l'on ne sait pas expliquer et qui est lié peut-être à certains stéréotypes de la société. Ça, je suis d'accord avec vous. Mais il y a un pourcentage que l'on sait expliquer par l'ancienneté, le temps partiel. Les secteurs. Les secteurs. Il faut reconnaître que les femmes, malheureusement, ont choisi des métiers typiquement féminins qui sont dits typiquement féminins. C'est la faute des femmes, c'est ce que vous êtes en train de nous dire. Non, je veux dire que c'est peut-être la faute de la formation et de l'éducation. Dès qu'on est jeune, on dit une femme, ça devrait faire ceci, ça devrait. On voit beaucoup moins de femmes ingénieurs. Pourquoi ne pas alors que ça rapporte bien comme métier. Alors que ça rapporte bien. Donc, je vais prendre un exemple. Le secteur du transport aérien, c'est là qu'il y a une plus grande différence, 35%. Pourquoi? Les pilotes d'avion, ce sont des hommes. Les femmes, ce sont les hôtesses d'air, ce sont en majorité, pas uniquement, des femmes. Et alors, vous avez des écarts de différence et des écarts salariaux énormes. Isabella Lenarduzzi, sur cette différence salariale, moi, j'ai halluciné vraiment en 2013 de voir de telles différences. Je trouve ça vraiment choquant, moi. Oui, parce que tout ce qui est dit sur le plateau, ça explique quand on regarde les chiffres globaux. Donc, on prend en compte le temps partiel, la différence des fonctions, etc. Quand on regarde par heure de travail, avec la même fonction, on reste à 10%. La moyenne nationale, on a vu que pour le secteur privé, plus une femme est qualifiée et plus elle est expérimentée, donc plus elle avance dans sa carrière, et la différence de salaire peut aller jusqu'à 36%. Mais c'est la discrimination pure et simple. Et il n'y a pas que ça. Les stock options, par exemple, peuvent avoir une valeur différente entre hommes et femmes de 44%. Pourquoi tout ça? Mais parce que il faut se rendre compte dans quel monde on vit. Même si les entreprises, évidemment, elles ne font pas exprès. C'est pas de la malveillance vis-à-vis des femmes, mais les entreprises ont été construites par des hommes pour d'autres hommes. Ça ne fait que 50 ans que nous sommes massivement sur le marché du travail et très très peu de temps que nous occupons finalement tous les postes, en nombre minoritaire pour les postes de responsabilité, mais ça fait extrêmement peu de temps. Et donc, comme dit Mme Darville, on a des tas de stéréotypes. Il n'y a pas véritablement de méritocratie. Catalyst, par exemple, qui est l'institut d'études le plus important pour l'égalité professionnelle. Ils ont analysé, souvent on dit, mais les femmes ne veulent pas. C'est pour ça qu'elles ne sont pas au top. Ils ont analysé, ils ont vu qu'en fait les femmes étaient aussi, voire plus ambitieuses que les hommes. Vous pouvez demander à KBC, ils ont fait une enquête en interne, ils ont vu que les femmes étaient plus ambitieuses que les hommes. Mais une femme, elle est évaluée sur ses résultats. Un homme est évalué sur son potentiel. Résultat des courses. Une femme a intérêt à rester longtemps dans la même entreprise pour bien consolider ses résultats, valoriser ses résultats pour avancer. Un homme, il doit faire du job hopping, il doit passer vite d'un job à un autre parce qu'il est évalué sur son potentiel. Il y a quand même un élément important. L'écart salarial, il existe, c'est un fait, on ne peut pas le contester. Il y a des données objectives. C'est une fatalité ou pas? C'est ça que je veux vous dire, c'est pas une fatalité. Lorsque, en 1972, l'écart salarial était de 43%, il est tombé maintenant à 25 ou 20%, 25% selon le secteur. Donc il y a quand même, avec le temps,
même s'il y a encore des inégalités, une évolution dans le sens d'un rapprochement des salaires hommes-femmes. Ouais. Excusez-moi de vous bousculer un peu, mais à la FEB, on fait quoi pour que les entreprises respectent la loi, puisque la loi interdit les discriminations? Mais à la FEB, vous faites quoi concrètement comme action? Comme action, nous essayons de promouvoir tout ce qui est le travail de la femme, d'encourager les entreprises à mettre au point des systèmes neutres de classification des fonctions en fonction du genre, donc d'éliminer la valeur genre de la classification des fonctions et de la valorisation des fonctions. Ça, c'est fondamental que quelqu'un puisse évoluer dans une fonction sans tenir compte de parce que j'ai cru comprendre, Madame Mme Darville, que le gouvernement fédéral a pris des mesures pour justement pousser à diminuer ces discriminations. Et j'ai lu dans certains articles que vous trouviez que ces mesures coûtaient trop cher, c'était compliqué. Il n'y a pas un peu de mauvaise volonté de votre côté? Non, je ne pense pas qu'il y ait... Là, je me permets de dire que je ne pense pas qu'il y ait de la mauvaise volonté. Je sais bien que la loi date de l'année dernière, qu'elle avait instauré un certain contrôle que nous avons estimé un peu trop bureaucratique. Mais pour nous, ce qui est essentiel, finalement, c'est le changement de mentalité et c'est d'essayer de lutter contre les stéréotypes qui existent encore à l'heure actuelle. Que nous avons dit que c'était bureaucratique, je ne vais pas le nier, nous avons dit que c'était un peu bureaucratique, ça c'est certain. Mais je crois que ce n'est pas uniquement en faisant des rapports de transparence qu'on va changer les choses. Les choses sont plus profondément ancrées. Ça aide, Madame Milquet, parce qu'on peut alors voir comment les choses évoluent. Mais il ne faut pas toujours dire que l'entreprise est la seule responsable. Il y a toute une série de causes qui sont sous-jacentes. L'entreprise, c'est un élément. Alors, je rebondis sur ce que vous venez de dire. Il faut laisser le temps au temps. Joël Milquet, vous êtes d'accord avec ça? Il faut laisser le temps au temps? Non, donc je pense que ce que vous dites, le but n'est pas d'aller faire de la bureaucratie, mais imposer, comme nous l'avons fait, d'abord la transparence dans le bilan social des salaires hommes-femmes. C'est important parce que c'est à partir de là qu'on se rend compte, même ceux qui ne le faisaient pas volontairement, qu'il y a un problème. Deux, la classification neutre des fonctions. Parce qu'un des gros problèmes, c'est que pour des fonctions identiques, le fait de les classifier différemment, sous des noms différents, etc., permettait évidemment de payer beaucoup moins à la femme pour des fonctions identiques. Et donc c'est très important d'avoir une neutralité de fonction, tant pour les femmes que aussi parfois pour les personnes d'origine étrangère, parce qu'on a parfois le même problème de diversité. Mais au-delà de ce problème-là, du problème du plafond de verre, du problème aussi d'harmonisation vie familiale, vie professionnelle, et une femme ne doit pas être sanctionnée dans sa société, parce qu'à un moment elle a pris un 4/5e pour des raisons de conciliation vie familiale, vie professionnelle, alors qu'elle a toutes les capacités d'être aussi leader, voire plus qu'un homme. Au-delà de tout cela, la problématique du non-marchand, il y a aussi, je m'en suis rendu compte comme ministre de l'égalité des chances, en discutant avec pas mal de patrons et de recruteurs, etc., et des femmes, c'est que les femmes se vendent très mal dans les négociations. En fait, elles n'ont pas les mêmes intérêts, elles veulent des responsabilités. Mais elles, la voiture, machin, le stock option X, la manière, tous les à côté. Et donc, les avantages extra-légaux, elle n'est pas habituée à les négocier. Et alors, vous avez souvent, même pour une femme de qualité qui arrive, moi je l'ai bien vu en politique aussi, les questions que me posent les femmes et les questions que me posent les hommes pour l'accès à la profession, alors, je peux dire que c'est pas du tout la même chose. La femme, elle dit quel projet, qu'est-ce que j'aurai comme responsabilité, et l'autre, c'est quoi? C'est combien je vais gagner? Quel positionnement et quels sont les fans? Bon, je schématise un peu, hein, c'est un peu plus subtil que ça. Mais il y a aussi ça, parfois dans le rapport individuel, qui explique l'ensemble de ce phénomène. Afida Bachir, que faut-il faire pour lutter contre ces différences salariales qui sont encore assez criantes? Moi, je pense qu'il y a deux niveaux. Il y a ce qu'on vient de dire par rapport à l'entreprise. Il y a une série de mesures qui doivent être prises. Mais il faut savoir que les inégalités salariales, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est aussi, le gros pourcentage là que vous citez, c'est aussi lié au fait qu'il y a des secteurs fortement féminisés. Et là, on ne sait pas faire de l'égalité salariale, puisque toutes les femmes, on peut avoir des secteurs ou du côté de la petite enfance, par exemple, ce sont tous des secteurs qui sont féminisés. Et là, on ne va pas aller parler de classification de fonctions, d'égalité salariale. Donc, il y a des secteurs féminisés. Excusez-moi, je vais aller jusqu'au bout. Il y a les secteurs féminisés, il y a les temps partiels, il y a les contrats intérim. Ça, c'est la manière dont les femmes s'insèrent aujourd'hui sur le marché du travail. Donc, elles s'insèrent dans des emplois précaires et dans des temps partiels qui font qu'à un moment donné, de toute manière, les inégalités salariales ne vont que s'accentuer. Avec les nouveaux types d'emplois qu'on a créés, par exemple les titres-services, ne font
donc massivement renforcer des femmes, ça. Donc tous ces éléments-là, donc il faut pas occulter le fait que le combat contre les inégalités salariales ne doit pas être mené uniquement à l'intérieur de l'entreprise, il doit être mené globalement dans un plan d'action que le gouvernement est en train de réfléchir ou a déjà réfléchi. Il faudra avoir des propositions pour avoir des emplois de qualité. C'est quoi un emploi de qualité? C'est un emploi avec un revenu correct, une couverture sociale correcte et la possibilité de concilier sa vie personnelle, sa vie professionnelle avec la vie familiale. Ouais. C'est ça un emploi de qualité. Et on est très loin aujourd'hui avec les mesures qui sont proposées. Donc là, évidemment, mais on sait très bien que quand on crée des emplois parce qu'il faut précaires, qu'on ce sont avance les un petit femmes. peu parce qu'il est déjà presque midi et demi. Alors il y a des inégalités aussi du côté des pensions, 23% de différence en moyenne entre les hommes et les femmes. Christine Mailly, salaire moins élevé, pension plus petite, le résultat, et les études le montrent, c'est que les femmes sont plus fortement touchées par la crise et qu'elles sont plus menacées de tomber dans la précarité, la pauvreté. Oui, je pense que c'est important de recadrer aussi le débat dans l'appauvrissement global de la société aujourd'hui. On doit le voir à l'intérieur de la catégorie des femmes et pour l'ensemble des individus, mais il est clair que toute une série de mesures aujourd'hui frappent directement les femmes en conséquence par rapport à leurs revenus et à leur pouvoir d'achat. Alors, je voudrais dire en deux choses, c'est que les combats pour le droit des femmes, je pense, et je vais me permettre de prendre un tout petit peu de temps puisque je l'ai, ils se situent à l'intérieur des droits qui ne sont pas encore acquis, qui sont du combat de fond qui a été énoncé, la différence de salaire, on pourrait parler de l'individualisation des droits, et puis se surajoutent maintenant les mesures liées à la crise et à l'austérité qui s'appliquent directement et en conséquence aussi de façon plus drastique sur les femmes. Par exemple, la dégressivité des allocations de chômage qui va les atteindre de plein fouet, le créditant qui a été modifié, etc. Et donc on est à une époque où non seulement on n'a pas résolu ce qui structurellement touche à l'inégalité des droits hommes-femmes, mais on l'aggrave pour tout le monde et donc a fortiori encore plus pour les femmes puisque le terrain de base n'a pas été assaini, j'ai envie de dire au départ. L'égalité de droit n'est pas existante dès le départ. Alors sur quoi? Vous en avez parlé en termes de temps de travail. Mais on pourrait ajouter, je ne vais pas répéter ce qu'Afida a dit, mais au niveau des femmes et au niveau de femmes avec moins de qualifications, mais aussi de métiers très féminisés, le temps partiel est énorme. Les horaires variables de semaine en semaine, les intérims, le titre-service, tous ces modèles d'emploi-là qui affectent autant les hommes que les femmes touchent de plein fouet les femmes et les mettent en circonstances difficiles. Un chiffre, 80% des personnes travaillant à temps partiel sont des femmes. Voilà, exactement. Mais si vous prenez le chiffre aussi des femmes qui sont bénéficiaires du revenu d'intégration sociale, on est à plus de 50% parmi les bénéficiaires du risque qui sont des femmes. Et donc on le voit. Et non seulement ça a des conséquences immédiates sur leur vie quotidienne, mais ça a des conséquences, comme l'a dit Afida, sur la pension, donc sur la carrière, donc sur comment on vivra plus âgé. Et donc c'est problématique. Donc je pense que ça, c'est un enjeu important sur lequel travailler. Il y a un deuxième enjeu important sur lequel travailler. On sait que la monoparentalité aujourd'hui appauvrit, que 35% des ménages en situation monoparentale sont au seuil de pauvreté ou sous le seuil de pauvreté. Moi, je ne parle plus de risque de pauvreté. La réalité, c'est que quand on est au seuil de pauvreté, on est en état de pauvreté. Donc c'est 35% des ménages, énormément de femmes là derrière, mais de femmes qui ont une responsabilité gigantesque. Pourquoi? Parce que c'est souvent des femmes, évidemment, qui ont en charge des enfants et qui doivent construire l'avenir des enfants. Et non seulement elles ont une responsabilité énorme, mais j'ai envie de dire que sociétalement, elles sont violentées au-delà des droits effectifs en termes de revenus, de salaire, etc. Pourquoi? Parce qu'une femme, c'est vrai pour les hommes aussi, je prends les femmes parce qu'on est dans ce débat-là et qu'elles sont plus touchées. Une femme qui aujourd'hui élève des enfants seule avec un revenu trop étroit, c'est elle qui doit dire non tout le temps à ses enfants. C'est elle qui doit affronter la non-gratuité scolaire pour aller négocier le prix du voyage scolaire. C'est elle qui va devoir programmer le spectacle qu'elle ira voir avec ses enfants 15 jours avant pour aller demander des billets article 27 pour pouvoir y aller et qui ne pourra pas se dire c'est dimanche aujourd'hui, il pleut, j'emmène spontanément mes enfants au cinéma. Ouais. Elle devra programmer sa vie. C'est elle qui devra se priver à titre personnel pour permettre à ses enfants de réaliser. C'est elle qui fera des miracles culinaires avec soit le peu d'argent qu'elle a pour aller faire les courses ou pour agrémenter par les colis alimentaires, etc. Je crois qu'on a compris la démonstration. Ce que je veux dire, c'est au final, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que le gouvernement, qui est confronté à la crise, prend des mesures qui sont des mesures anti-femmes. Non, pas anti-femme. Je pense que c'est anti toute personne en situation aujourd'hui de travail en difficulté, de revenus précaires et de difficultés financières. Mais c'est clair que ça affecte les femmes de façon importante. Je voudrais quand même ajouter... Oui, mais attendez, parce qu'il faut faire réagir un petit peu les autres. Je vous redonnerai la parole, ne vous en faites pas. Par rapport à ce que Mme Mailly vient de dire et qu'elle a juste
souligné à juste titre, c'est que dans tous ces chiffres, maintenant, il faut quand même prendre en considération une donnée complémentaire, c'est le divorce ou la séparation des partenaires. Parce que lorsqu'il y a 2 revenus, on s'en sort plus facilement. Et les séparations de partenaires ou les divorces, ça, c'est quelque chose qui doit avoir une influence sur la position par rapport au travail. Ça, c'est un élément qui apparaît de plus en plus. Dire que maintenant, je ne travaille pas parce que je préfère rester chez moi. S'il y a un divorce ou une séparation, à ce moment-là, le problème devient vraiment très aigu. Et dans tous les chiffres que l'on a, puisque les statistiques de l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes donnent des chiffres qui datent de 2009, il y a 2 données qui me paraissent de plus en plus importantes. C'est la crise économique qui touche de plein fait tout le monde, et peut-être plus particulièrement les femmes. Et deuxièmement, les problèmes des séparations et du divorce, où on a toujours vu jusqu'à présent l'homme, que ce soit le partenaire ou le mari, comme soutien de la famille, comme étant celui qui allait apporter de l'argent. Et maintenant, dans le contexte actuel, les choses ont fondamentalement changé. Ouais. Joël Milquet, sur l'interpellation de Madame Mailly, qui pointe un peu les mesures de rigueur, pour ne pas dire d'austérité, qui touchent de plein fouet particulièrement les femmes. Donc, on connaît le contexte. On a dû faire en un an 18 milliards et contrairement à tous les pays européens, on l'a fait sans augmentation fiscale, sans remise en cause des politiques sociales. On vient de donner maintenant plus de 200 millions pour faire la liaison bien-être de toute une série d'allocations, que ce soit la GRAPA, l'allocation d'insertion minimale, que ce soit chômage, etc. Et par ailleurs, nous avons évité jusqu'à présent d'avoir des mesures qui touchent directement. Alors on a dû prendre quelques mesures en emploi, et c'est vrai que, comme je me préoccupe de ce que vous dites, moi j'ai demandé que le bureau du plan, de manière tout à fait transparente, nous fasse l'analyse de l'impact sur les femmes. Parce que, et on en avait parlé avec également les mouvements de femmes, et donc on s'est engagé à le faire. Donc le bureau du plan l'a fait. Et ce que l'on remarque, c'est que les mesures chômage touchent en fait plus les hommes, parce que ça touche surtout les cohabitants chefs de famille qui sont plus masculins ou les isolés qui sont plus masculins. Pour les pensions, au fond, in fine, l'augmentation des pensions sera plus importante pour la femme, mais par contre, là où les femmes sont plus touchées, c'est dans l'augmentation de la carrière qu'elles devront faire au-delà des réformes qui ont été faites il y a une dizaine d'années, pour évidemment, parce que le retard est plus important, quand évidemment on demande des carrières minimales plus importantes, c'est vrai que les femmes devront travailler de manière dès lors plus importante dans leur carrière. Donc ça, c'est un peu pour l'impact. Mais on est très vigilant. Et ce que vous dites également, un des gros soucis, au-delà des problèmes classiques que l'on connaît, c'est vraiment la fragilité, la fragilisation de la femme, qui est souvent la chef de famille seule dans les familles monoparentales à plus de 80-90%, qui se retrouve seule avec des enfants, qui a des difficultés de trouver du travail, parce qu'elle a 2-3 enfants en bas âge, etc., que ce n'est pas si évident quand on est seul d'être à l'école à 3h30, etc., qu'on n'a pas d'argent pour prendre quelqu'un d'autre. Et ça, c'est un des gros problèmes. On a maintenant des relations qui sont des relations de consommation, on prend, on jette, et la femme se retrouve quand même dans des difficultés majeures. Ça, c'est un des plus gros soucis sur lesquels nous devons tous travailler. Afida Bachir, là-dessus. Par rapport aux mesures du gouvernement, on a 2 regrets. Donc là, on a une plateforme de 20 organisations de femmes qui nous mobilisons sur cette question socio-économique et sur les mesures du gouvernement. Donc moi, j'aurais 2 critiques. Une grosse critique, c'est de ne pas avoir mis en application la loi qui a été votée en 2007, le gender mainstreaming. Maintenant, elle est en voie. Oui. Non. Donc la loi du gender mainstreaming permet d'anticiper sur les éventuelles discriminations par rapport aux hommes et aux femmes. Donc c'est le gouvernement fédéral, normalement, est tenu par cette loi de pouvoir analyser toutes les mesures qu'il prend. On l'a mis en place maintenant. Vous l'avez mis en place maintenant, mais ça n'a pas été mis en place avant les négociations. Mais et donc avant. Et le deuxième point. Voilà. Donc pour moi, si on avait mis en application cette loi, on aurait vu l'impact sur les femmes et les hommes. Deuxième critique. Et la deuxième critique, j'ai pris connaissance de l'analyse du Bureau fédéral du plan. Ma grosse critique, c'est que le Bureau fédéral du plan ne met pas en contexte la situation des hommes et des femmes. C'est-à-dire, il part de manière linéaire et il voit est-ce que les hommes sont plus touchés que les femmes, et c'est tout. Je vais vous prendre un autre exemple que celui que vous avez donné, c'est celui des prépensions. Le Bureau fédéral du plan, il dit les hommes sont plus touchés, mais il oublie de dire que de toute manière, historiquement, structurellement, les femmes sont moins touchées que les hommes, parce que les hommes ont plus la possibilité de prendre des prépensions, parce qu'ils ont des carrières plus longues qui leur permettent de prendre des prépensions. Et donc voilà le type d'analyse face auquel on se retrouve, parce qu'on ne tient pas compte des inégalités structurelles et historiques dont on a beaucoup parlé avant de faire une analyse. Et donc l'analyse, elle est linéaire, elle ne produit que des résultats qui peuvent être froids. Alors, il y a encore beaucoup de choses dont on doit parler, notamment pourquoi est-ce qu'il y a si peu de femmes dans les postes à responsabilité. On va y venir dans un instant, mais d'abord, je me retourne vers vous, Aline Evrard. On a compris un petit peu votre combat.
Vous voulez que les femmes aient la liberté de s'occuper de leurs enfants, d'élever leurs enfants si elles le désirent. Et pour ça, vous réclamez, j'y arriverai, un véritable statut. Oui, on réclame certainement un statut, parce que quand je vous entends toutes, évidemment, vous avez toute raison que les femmes sont appauvries par le temps partiel pour raison familiale. Et il y a énormément de femmes en Belgique qui font du temps partiel pour raison familiale. Et c'est vrai que si on considérait ces périodes où elles s'arrêtent, que ce soit quand elles font des 4/5e temps, mais cette période-là où elles s'arrêtent, c'est pas pour rester à la maison. Je suis désolée, Madame Tante, tout ce que vous dites me paraît juste, mais rester à la maison, à un côté, quand même, on reste pas à la maison. C'est pas pour aller prendre le thé, quoi. C'est pas pour aller prendre le thé, c'est vraiment pour s'occuper de ses parents, de ses enfants, de ses parents vieillissants. Enfin, il y a plusieurs enfants, oui, mais quand on prend un 4/5e temps, il y a encore le mercredi, 1 jour sur 3, nos enfants sont quand même en congé, en vacances ou en congé pédagogique ou autre. Donc, je veux dire, si ces femmes, et tant de femmes, prennent des mi-temps ou des temps partiels pour raison familiale, il est, à mon avis, légitime que toutes les féministes et que le monde politique essayent de mettre des garde-fous et qu'on considère ces périodes comme des périodes assimilées et que ça compte dans le calcul des pensions. Je trouve que ça, ce serait la première chose qui appauvrirait en tout cas moins les femmes, parce qu'au moins elles auraient des périodes complètes. Les créditants, tout ça compte. Oui, le créditant compte. Mais je parle vraiment... Oui, il y a beaucoup de périodes assimilées. Mais je parle vraiment de toutes les femmes qui font des mi-temps pour raison familiale, le petit morceau qui reste, que ce soit un 4/5e temps, un mi-temps, ce morceau-là, quand il est fait pour raison familiale, on peut vraiment le voir très facilement, puisqu'on sait si les femmes ont des enfants ou des personnes dépendantes ou malades. Alors quand on parle de fonctions identiques, vous faites beaucoup de comparaisons entre les hommes et les femmes, à juste titre, mais on pourrait peut-être faire aussi des comparaisons entre femmes et femmes. Je veux dire, si vous vous arrêtez un 4/5e temps et vous vous occupez de votre enfant le mercredi après-midi et qui n'est par exemple pas à la crèche, et que vous vous en occupez, pourquoi est-ce qu'on ne considère pas aussi que c'est le même travail ? Je veux dire, on pourrait aussi commencer à faire un peu un combat et un peu... Et c'est vrai que notre association veut défendre en premier lieu la reconnaissance de ce travail de soins et d'éducation qui est fondamental, parce qu'aujourd'hui, on est en train de se battre pour Barcelone pour avoir 33% de places en crèche. 33%, ça veut dire qu'aujourd'hui, en Belgique, 2 enfants sur 3 sont, on ne sait pas où, mais en tout cas pas dans des infrastructures collectives. Donc ça veut dire que c'est... Peut-être des chômeuses, peut-être des femmes au foyer, peut-être des grands-mères. Je veux dire, mais toutes ces femmes-là donnent la possibilité à toutes les autres qui travaillent temps plein de pouvoir faire un temps plein. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Donc je trouve que la reconnaissance est vraiment quelque chose de fondamental. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. Alors il y a un paradoxe. Aujourd'hui, il y a plus de femmes qui sortent diplômées de l'enseignement supérieur que d'hommes. Là, il y a eu un progrès vraiment fulgurant. Alors, on pourrait s'attendre à ce que dans les entreprises, aux postes à responsabilité, on retrouve beaucoup de femmes. Quand on regarde les chiffres, c'est assez désolant. Il y en a assez peu. Alors quoi, Afida Bachir, comment expliquer là aussi cette différence? C'est quoi? C'est les hommes qui campent sur leur position, leur tas de fumier, et qui barrent la route aux hommes. Comment, à quoi c'est dû? Enfin, moi, je sais pas. Moi, je reviendrai à ce schéma patriarcal dont on parlait tout à l'heure et qui socialise dès la petite enfance les filles et les garçons à être dans un schéma. Les filles, on va leur apprendre à prendre en charge l'autre, à être docile, à être douce, à être gentille. Quoi, les femmes n'osent pas. Et donc, on va nous socialiser de cette manière et à un moment donné, ça va nous poursuivre. Non, on n'est pas. Ce sont des schémas de société qui nous poursuivent et qui font qu'à un moment donné, on en a parlé tout à l'heure, les femmes vont prendre telle orientation scolaire et telle formation et les hommes vont en prendre d'autres. Simplement, je dis qu'il y a ce petit schéma qui nous poursuit à travers toute une série de choses dès la petite enfance et qui fait qu'à un moment donné, on est en train de construire la précarité des femmes dès la petite enfance. Parce qu'au moment de la mise en couple et surtout au moment de la naissance d'un enfant, les femmes vont, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont réduire leur temps de travail, se retirer du marché de l'emploi et elles vont s'appauvrir. Alors tant que le couple tient, tant qu'on a un revenu, un second revenu, tant mieux, mais dès le moindre accroc et au moment d'un divorce, eh bien là, la précarité se révèle dans toute sa splendeur et avec tout ce qu'on connaît en termes de tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc voilà comment... Je vous coupe, mais... peu de femmes au top. Comment être sérieux? Merci, Kroll, pour ce moment d'humour. Excellent, le dessin de Pierre Kroll. Donc ce que je voulais dire, c'est que pour moi, c'est tout un schéma qu'il faut revoir. C'est des changements de mentalité, travailler sur les rôles traditionnels. Ouais. C'est pas la faute aux entreprises, ni à ces hommes qui barrent la route aux femmes. Les entreprises et les femmes
et les femmes et les hommes sont dans ce schéma patriarcal. Ils intègrent toute une série de normes. Oui, moi je trouve la que... faute à qui? La faute à quoi? En fait, c'est certainement pas de la faute des hommes, ni de la faute des femmes qui veulent maintenir les rôles traditionnels comme Madame Évrard. C'est vraiment, effectivement, tout un changement de société. Certaines personnes en ont conscience dans quoi on joue, et puis d'autres personnes n'en ont pas trop conscience. Ce que je pense que ce que Madame Évrard dit, c'est assez discriminant par rapport aux hommes. Moi, ce que je veux, c'est qu'une femme, comme un homme, puisse choisir de travailler à temps partiel, à s'arrêter de travailler pour s'occuper de ses enfants. Et que pour un homme, maintenant, il est même de temps en temps plus difficilement acceptable par sa famille, sa société, même l'entreprise dans laquelle il travaille, de décider qu'il s'arrête. Il est plus souvent même pénalisé parce que ça fait quand même bizarre. Et ça aussi, ce sont les stéréotypes. Une femme enceinte, par exemple, on ne va pas lui demander, souvent, c'est évident pour tout le monde dans son entreprise, qu'elle va mettre davantage désormais l'attention sur sa famille plutôt que sur sa carrière. Et donc, on ne va même pas lui proposer une opportunité de promotion. Tandis qu'un homme qui annonce que sa femme est enceinte, on se dit, ouh, sa famille s'agrandit, il a besoin de davantage d'argent, on va lui proposer quand même quelque chose de plus responsabilisant. Alors là, les stéréotypes... Mais c'est comme ça, c'est comme ça. Et en voulant renforcer les stéréotypes, vous ne faites que renforcer ces rôles. Il faut vraiment que les rôles soient... Mais vous prenez les femmes pour des idiotes, c'est pas possible. Mais non, je veux dire, elles sont universitaires, elles ont travaillé, elles ont vécu. À qui on va demander, toutes les femmes, dans sa cuisine, toutes les femmes vont demander... Attendez, pas tout à la fois, sinon on comprend rien. Étant donné les conditions de travail aujourd'hui, étant donné la précarité, étant donné les revenus très bas, moi, vous me posez la question, est-ce que vous voulez travailler moins avec quelque chose de correct? Je vais dire oui. Donc toutes les femmes ont envie, étant donné qu'elles sont coincées dans des cas de responsabilité, parce que ce sont les femmes qu'on a sondées là. Une femme aujourd'hui, vous savez ce que c'est, Christine l'a dépeint tout à l'heure, c'est un peu la débrouillardise. Donc on a les enfants et tout ce qui va avec. Et donc aujourd'hui, on dit à une femme qui travaille temps plein et qui est en train de courir pour pouvoir s'occuper de ses enfants et s'occuper de tout le reste, on lui dit, est-ce que vous voulez prendre un mi-temps? Elle va dire oui. Simplement, les normes et les conditions ne sont pas là pour permettre de vivre correctement, décemment avec un mi-temps. C'est ça le problème. Annick van der Straeten, vous êtes... Ça peut être un combat des femmes qui veulent défendre les femmes. La réduction du temps de travail, c'est ce qu'on demande. La réduction du temps de travail, les crédits temps obligatoires pour les hommes et pour les femmes. Madame van der Straeten, attendez. Madame van der Si elles veulent payer le double... alors qu'on demande le gel salarial. Non, demandez aux entreprises si elles sont prêtes à payer un salaire identique pour un mi-temps, parce que c'est ça le problème. Parce qu'il faut être réaliste par rapport à la situation. Je crois quand même que... Allez, j'avance un peu dans le débat, parce qu'excusez-moi, mais il faut quand même gérer un peu le temps. Alors, pour faire bouger les choses, est-ce qu'il faut laisser faire la nature, j'allais dire, ou bien est-ce qu'il faut utiliser des quotas? Alors, on vient de prendre une loi il y a quelques mois qui vise à instaurer des quotas de femmes dans les conseils d'administration des grosses entreprises. Est-ce que c'est le bon système? Madame van der Straeten, vous qui êtes une chef d'entreprise, vous êtes à la tête de Lunch Garden, est-ce que vous êtes pour les quotas ou contre les quotas? Je suis carrément contre les quotas. Je trouve que les quotas, c'est vraiment très discriminant. Quand je suis dans un conseil d'entreprise ou dans un job, quoi que ce soit, je veux qu'on me prenne pour mes capacités, pour mes compétences. Un mauvais point pour Madame Évrard qui n'a pas coupé son GSM. Oui, qu'est-ce que vous voulez? Tout à fait. Donc, je pense que les quotas, c'est vraiment très négatif pour les femmes. Quand on est sur un job, dans un conseil d'administration, je veux qu'on me prenne pour mes compétences, pour mes capacités, pas parce que je suis une femme. Est-ce que c'est nécessairement parce qu'on met des quotas que les conseils d'administration vont s'améliorer? Je pense pas. Quand on regarde en Norvège, là, il y a des quotas, par exemple, on a 35 à 40% de femmes qui sont dans les conseils d'entreprise. 44 déjà. Dans les conseils d'administration. Est-ce que c'est pour cela que les conseils d'administration fonctionnent mieux? Oui, je ne le crois pas. Non, je ne le crois pas. Et quand on regarde, les sociétés en Norvège, ceux qui n'avaient pas une bonne gouvernance, effectivement, là, il y a peut-être une amélioration parce que c'était le old boy system. Mais ceux qui avaient déjà une bonne gouvernance, on voit quand même une détérioration donc, mauvaise idée les quotas pour Madame van der Straeten, avant d'avoir l'avis de la ministre de l'Égalité des chances. Isabella Lenarduzzi, vous êtes pour les quotas? L'égalité, malheureusement,
ne se produit pas sans contrainte. Quel est le vrai quota qu'il y a pour le moment? C'est 90% d'hommes au sein des conseils d'administration. Il y a quand même des choses qu'il faut clairement avoir en tête. 60% des diplômés universitaires sont des femmes. Donc c'est pas un manque de compétences. Qu'on en arrête avec ce manque de compétences. Chaque fois qu'une femme arrive quelque part, il faut qu'on va mettre en question sa compétence. Le dire quand on est une femme pour les autres femmes, c'est terriblement dangereux. Et ce n'est pas vrai, ce n'est pas un problème. Il y a suffisamment de femmes compétentes pour occuper tous les postes. Mais est-ce que les femmes ont envie? Est-ce qu'elles ont envie d'aller au top? C'est ça que Mme Bachir disait tout à l'heure. J'ai répondu tout à l'heure en disant que même à la KBC, par exemple, ils avaient fait une étude en interne pour savoir est-ce que le problème c'est parce que les femmes ont moins d'ambition? Absolument pas. Les femmes ont autant d'ambition que les hommes. Simplement, il y a tout un schéma, tout un système de pensée où on se dit que pour être administrateur, il faut avoir été, comme madame, un CEO d'une grande entreprise ou au moins dans ce qu'on appelle le comité de direction. Le problème, c'est qu'elles sont moins de 10% dans les comités de direction. La moitié des entreprises du Bel-20 n'a aucune femme dans son comité de direction. Du coup, on estime qu'elles n'ont pas les compétences pour aller dans un conseil d'administration. Donc il faut forcer les choses, il faut prendre des quotas. Il faut forcer les choses, parce que c'est pas parce qu'on a été CEO qu'on est automatiquement capable. Il y a plein de gens qui ont un tas de bagages, d'expérience et de qualifications et qui le sont. Oui. Madame Darville, à la FEB, on est contre les quotas? À la FEB, on était contre les quotas. Pourquoi? Mais parce qu'on trouvait qu'il y avait une évolution naturelle qui était en train de se faire. Je voudrais dire deux chiffres. L'évolution naturelle, mais c'est 90% d'hommes. On est passé de 2008 à 2012 de 7,5% à 12%, donc c'est une évolution assez lente. La deuxième remarque que je voulais dire, permettez de... Rapidement, parce que le temps tourne, Madame Darville. Les administrateurs ont une moyenne d'âge de 56 à 58 ans. On constate, et ça on ne peut pas le nier, que dans le middle management, dans le management inférieur, le middle management, il y a une augmentation très sensible du nombre de femmes, qu'il reste encore un pas à franchir. Mais il y a comme un plafond de verre, on appelle ça comme ça. On appelle ça un plafond de verre. Nous trouverons que progressivement ce plafond de verre allait se briser. Le législateur, Mme Milquet, en était une des... à la base, a estimé qu'il fallait des quotas, que c'était un mal nécessaire. On verra dans 12 ans, j'ai lu dans la loi, on va faire une évaluation, nous verrons où nous nous situons. Mais je trouve quand même que c'était au niveau de la compétence, et il y avait quand même une conscientisation plus grande, peut-être forcée, madame, des conseils d'administration pour avoir des femmes. Je trouve que c'est un peu dommage qu'on ait mis des quotas. La loi est là, les entreprises vont naturellement... Joël Milquet, sur ces quotas, justifier un petit peu la raison, parce que bon, c'est pas anodin quand même de forcer les choses avec une loi. Non, mais c'est ce qu'on appelle de la discrimination positive. Quand vous voyez qu'il y a une telle discrimination, vous prenez des mesures pour arriver à l'égalité. Un simple exemple, quand je suis arrivé en politique, on était notamment au Parlement wallon à moins de 20% de femmes. On a mis des quotas au niveau politique et on arrive maintenant à, globalement, dans l'ensemble des parlements, 40%, et on n'est jamais qu'un tiers de femmes au gouvernement fédéral. Bon, et c'est pas pour ça, parce que moi je suis arrivée, je suis vice-première et que tout va bien, que je vais dire, oh, bon, pas de souci, je ne suis pas solidaire des autres femmes et tout va bien. Non. Et donc je crois que le quota, l'idéal est de ne pas en avoir. L'idéal est d'arriver à ne plus en avoir besoin. Mais c'est un élément fondamental pour justement arriver à cette égalité. Et il n'y a pas que la Belgique, la France, et maintenant au niveau européen, il y a une proposition qui va même... qui font la résistance, hein, les Pays-Bas, oui, il y a de la résistance. Je peux vous dire que ce que j'ai entendu comme propos machiste quand j'ai été là il y a 2 mois, c'était quand même assez hallucinant de la part de ministres en fonction maintenant. Mais donc c'est un mal nécessaire. Mais alors ce que vous dites, en termes de compétences, oui, les femmes sont compétentes. Eh bien oui, quand elles sont dans les conseils d'administration, ça change. Et donc il y a une analyse... Mais ça apporte quoi, plus de femmes? Non, mais je vais vous montrer. Une analyse de McKinsey. Je ne peux pas dire que c'est l'extrême gauche féministe. Hein. McKinsey a fait des analyses fouillées dans toutes les sociétés du top 500 au niveau international. Et on a vu des rapports constants de 15 à 35% de bénéfices en plus dans toutes les sociétés qui ont justement une diversité de genre. Pour les entreprises, dès qu'il y a un conseil d'administration qui est beaucoup plus diversifié en genre, on a automatiquement de 15 à 40% de bénéfices et de performances en plus. Pour les quotas. On va attendre parce qu'on doit conclure. Et je voudrais la parole parce qu'elle n'a pas beaucoup eu, Madame Mailly, en guise de conclusion de ce débat. Mais en guise de conclusion, je ne voudrais pas en tout cas que les téléspectateurs s'en aillent en pensant que la réalisation des femmes est une question d'envie personnelle et de méritocratie. C'est une question de responsabilité collective, d'organisation du système du travail, du système de revenus, du temps partiel. À travers le transfert des compétences, il faut y travailler absolument. Retravailler sur les titres-services, le temps partiel, les intérims, etc. Il faut corriger ça. Il faut travailler sur l'individualisation des droits. Il faut travailler sur la situation des familles monoparentales. Ah bah, je pense délicat
de laisser penser que c'est une question de méritocratie, c'est une question de classe sociale et de donner l'accès à tous. Merci pour ce coup de gueule en guise de conclusion. Merci à toutes d'avoir participé à ce débat qui sera rediffusé ce soir à partir de 21h sur la 3. Dans un instant, le journal télévisé. Bon dimanche et à la semaine prochaine.